Pour chaque locomotive, 7000 pièces différentes seront ébauchées par la fonderie et la forge, puis usinées et assemblées. Malgré la complexité de cette tâche, chaque atelier de la grande usine donne cette impression de méthode et d'ordre des grandes installations modernes. Chacune des pièces nécessaires progresse d'un poste de travail à l'autre, suivant l'ordre prévu par les différents plannings de fabrication. Véritable synthèse des techniques de la construction mécanique, l'usine fait appel à l'énergie fournie sous toutes les formes par ses stations centrales. Dans l'atelier des châssis, des tôles d'acier de 35 mm d'épaisseur et de 14 mètres de long ont été découpées, puis usinées. Au cours d'une opération dite d'habillage à plat, les renforts et les premiers supports ont été fixés. Deux des grandes tôles formeront les longerons du châssis. On les pose sur l'une des formes de montage qui les maintient en position. Ainsi s'ajoute une nouvelle unité à la série des châssis déjà en cours. Des entretoisements provisoires maintiennent les deux longerons parallèles et verticaux. Ils seront remplacés par les entretoisements définitifs en acier moulé de forme plus complexe, mais d'une solidité à toute épreuve, qui sont en usinage sur les alaiseuses-fraiseuses d'un atelier voisin. Cette pièce de plus d'une tonne formera le caisson d'attelage arrière de la locomotive. Plus importante, les entretoises intermédiaires sont descendues entre les portées préparées des faces intérieures des longerons. Les codes d'usinage permettent de les monter sans retouche. Tous les modes d'assemblage sont mis à contribution pour réunir en une poutre caissonnée rigide les éléments du châssis. À ce stade de fabrication, l'ensemble de la chaudière pèse près de 26 tonnes et mesure plus de 12 mètres de longueur. Telle une acrobate de haute voltige accrochée par les dents au trapèze volant, l'énorme masse suspendue par le gueulard, porte du foyer, est redressée jusqu'à la verticale par un pont roulant transversal. La chaudière est transportée au-dessus du long bras vertical d'acier de la presse hydraulique riveuse. Malgré ses 7 mètres de long, nécessaires pour atteindre les rivets les plus éloignés, le bras doit résister sans fléchir aux 90 tonnes d'effort de la presse. La mise en place du faisceau tubulaire est la dernière des grandes phases de construction des chaudières. Les parois du foyer ne suffiraient pas au passage des 14 millions de calories libérées pendant une heure. 155 tubes traversant la masse d'eau ajoutent 186 mètres carrés de chauffe aux 16 mètres carrés du foyer, permettant d'utiliser jusqu'à 80% des calories. Un premier collecteur répartit sur 30 éléments surchauffeurs placés dans les gros tubes la vapeur saturée à 210 degrés que libère le régulateur. Un second collecteur recueille la vapeur surchauffée à 400 degrés qu'il envoie au cylindre moteur. Dans les plaques tubulaires, les tubes sont maintenus par mandrinage. Retenu par l'alésage, le tube exerce une force élastique d'expansion qui le maintient dans la plaque et assure l'étanchéité. Côté foyer, une soudure du tube sur la plaque complète l'assemblage. Après un essai à chaud, les chaudières sont prêtes pour montage. Dans l'atelier des châssis, les dernières opérations de montage ont été terminées en temps voulu. Tôle de tablier, réservoir de frein, pièces d'attelage et tampons ont complété le châssis. Par manœuvre simultanée, deux ponts roulants dirigent le châssis vers la porte de l'atelier. Il est posé sur deux loris qui le conduisent à l'atelier de montage général pour y recevoir la chaudière. Presque simultanément, la chaudière, elle aussi sur deux loris, fait son entrée dans le hall. Pour la première fois, les deux compagnons de route vont faire connaissance et devenir inséparables pour le meilleur et pour le pire.
De cette union des deux plus importants ensembles, une nouvelle locomotive de la série est née. Les matelas d'amiante calorifuge déjà posés sont recouverts par les tôles d'enveloppage fixées aux armatures de la chaudière. Sur le corps de cette élégante du monde de la mécanique, des crinolines maintiendront une parure de tôlerie. Mais cette élégante appartient à un monde moderne et pratique, où a disparu la classique pelle du chauffeur que remplace le chargeur automatique en cours d'installation. Dans la boîte à fumée, les deux extrémités des éléments surchauffeurs sont reliées aux deux collecteurs. Ce système procure deux larges sections d'aspiration des fumées et un tirage égal sur toute la surface de grille. Il est un des meilleurs systèmes connus. Pour les vieux mécaniciens, les pulsations de l'échappement sont les manifestations du cœur de leur locomotive, car c'est l'échappement qui assure automatiquement l'adaptation de l'allure de chauffe à la quantité de vapeur dépensée. À l'autre extrémité de la locomotive, une équipe d'ouvriers procède au montage des appareils de conduite et de contrôle disposés sur la plaque arrière de chaudière. L'abri destiné à la protection de l'équipage vient compléter une silhouette bien classique de locomotive. Pour la mise en place du train de roulement, il est plus avantageux de monter séparément le bicelle arrière et le bogie bicelle avant dont fait partie le premier essieu couplé. 3 essieux seulement ont donc été calés parallèlement entre eux à leur entraxe de montage. La souplesse et la précision de manœuvre des deux treuils Léonard du pont roulant permettent de descendre sans incident la locomotive sur les essieux. La vérification systématique des jauges à limite et la mesure des états de surface, effectuée au palpeur pneumatique, permettent de réaliser les meilleures conditions de montage et de fonctionnement. La mise en place des bielles motrices et d'accouplement et celle des embielages de distribution sont aisément réalisées. Il ne manque plus à l'appareil moteur que ses pistons, car ce sont eux qui font marcher la machine. Une fourrure provisoire maintient les segments élastiques du piston pour son entrée dans le cylindre. La 141P est équipée de tiroirs Vilotto, dont les bords d'attaque sont réglés en vissant plus ou moins la tige de tiroir dans le coulisseau. Une étude approfondie a permis d'obtenir les meilleurs diagrammes de puissance en reliant cinématiquement les tiroirs basse pression au mécanisme du cylindre voisin à haute pression. Une seule distribution Walschertz, installée à l'extérieur des embielages moteurs, peut ainsi commander simultanément les tiroirs des deux étapes de pression. Sur le tablier sont disposés les appareils annexes, turbodynamo, compresseurs, pompes, etc. Le bogie bicelle est prêt pour le montage. Suspendu à chaque extrémité au crochet d'un pont roulant, notre locomotive, qui déjà approche des 100 tonnes, va docilement se poser sur la crapaudine centrale du bogie. Les cotes d'épure de distribution ont été respectées. Il faut néanmoins procéder au réglage de la distribution, actionnée tout entière par la bielle de commande de coulisses,
qui, pendant la marche, lui donnera son mouvement pendulaire. Des galets vireurs, actionnés par l'air comprimé, permettent l'orientation des roues aux positions exactes requises par le réglage. On peut ainsi réaliser commodément les phases essentielles des mouvements de distribution. Position des arêtes et découvrement des tiroirs en fonction des points morts du piston. Grand zéro du changement de marche et point mort de coulisses sont reportés sur la réglette fixée au châssis. Ces différents points sont ceux qu'a déterminé l'épure de distribution. Le montage de la distribution et son réglage termine la gamme des travaux effectués dans le rôle principal de montage. Par-dessus les différentes travées, un pont roulant de 150 tonnes transporte la locomotive jusqu'à la voie de sortie de l'atelier. Notre 141P est alors remorqué jusqu'à l'atelier de finition, où les peintres préparent d'abord les surfaces par un enduit égalisé au couteau. On a fait le plein, 8 tonnes d'eau dans la chaudière et 34 dans le tinder. Tout bonnement, le foyer s'allume avec des brindilles, mais une dizaine de fagots est nécessaire. Lorsque la pression est suffisante, le moteur à vapeur placé dans le tinder actionne le chargeur mécanique. Le charbon puisé dans la trémie du tinder est amené au foyer par l'ensemble articulé d'une vis d'Archimède tournant dans un conduit. Bientôt la pression atteint les 20 hectopièces prévues au timbre. Pour la première fois sur cette locomotive, le mécanicien ouvre le régulateur et encore un peu timide, la 141P fait ses premiers tours de roue. Au-dessus de nous, c'est un défilé de tous les mécanismes que nous avons vus naître. Cylindres, essieux coudés, essieux droits, cendriers. Avec assurance, les mouvements s'accélèrent. Le tachymètre monte, 30 km à l'heure, puis 40. La 141P goûte le grand air des espaces champêtres. Ce parcours d'essai est une fête. Il convient de réfréner l'ardeur d'une jeune puissance. Le représentant des services de contrôle de la SNCF est à bord et surveille de près les indications des appareils de contrôle. Dépression de boîte à fumée, température de surchauffe, pressions au tiroir, pression de graissage, etc. Bientôt paraît la première gare. La première de toutes celles que notre jeune locomotive traversera au cours de sa carrière. Petite gare coquette, elle a su prendre un air de fête pour ce premier accueil. Le printemps, le soleil sont de la partie. Docile, la machine a ralenti et stoppé. Le signal du départ est donné. Détendant doucement ses muscles d'acier, elle s'apprête avec un calme tranquille à répondre à l'appel du rail. Un coup de sifflet joyeux et quittant sa maison natale pour toujours, la nouvelle locomotive, indifférente à la peine des hommes qui l'ont conçue, s'en va. Avec aisance à la fois puissante et rapide, capable d'assurer la traction des trains de marchandises accélérés comme celle des express les plus lourds, elle a trouvé son élément. Moyen indispensable de l'outillage et de la prospérité économique du pays, elle témoigne aussi de la vitalité de notre industrie mécanique et de l'amour du travail bien fait des travailleurs de France. Ainsi se termine la belle histoire, la naissance d'une locomotive.